Aujourd'hui, au Balado Sportaid, un rendez-vous présenté en collaboration avec Ski Acro Québec. Un grand rendez-vous qu'on attendait depuis longtemps. On a réuni les deux boss des boss. Jean-Luc Brassard, qui se présente comme étant le grand-père de Michael Kingsbury. L'ancêtre. Oui, l'ancêtre. Quand on fait des présentations avec Jean-Luc, il se présente comme ça. Parce que souvent, les jeunes qui sont dans l'assistance ne connaissent pas Jean-Luc. Alors, pour les situer par rapport au sport que Jean-Luc pratiquait, il leur dit « Moi, je suis le grand-père de Michael Kingsbury. » Alors, les gars, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment très contents de vous recevoir. C'est vraiment un honneur pour Sportaid. Merci. Moi, je voudrais commencer sur quelque chose que Jean-Luc dit souvent lorsqu'il s'adresse à des groupes. Quand il était en compétition, il disait souvent, il entendait souvent les journalistes dire « Il est d'un calme olympien ». Puis Jean-Luc, dans les présentations, il dit toujours une chose, toujours que pour lui, le calme olympien, ça n'existe pas. Et quand on a fait des recherches un petit peu sur toi, on a découvert, Michael, que toi, avant les compétitions, quand tu es avec tes adversaires, souvent, tu vas les regarder en dégageant le plus de calme possible, justement pour peut-être un petit peu entrer dans leur tête. Alors moi, j'aimerais bien ça savoir, est-ce qu'on est calme ou non avant une descente? Ben, je pense que c'est ce que je fais paraître, mais en dedans, ça vibre. C'est ce qui se passe, c'est que je pense que je suis rendu bon à mentir à mon body language. Donc, tu sais, je commence à avoir de l'expérience en Coupe du Monde. Je pense que j'ai 111 départs. En Coupe du Monde, ça va. Aux Jeux olympiques, on peut dire que j'ai comme un calme olympique, mais j'ai aucun calme olympique. Là, j'ai la patate qui pompe, je suis parfaitement humain. C'est stressant, puis c'est un stress qui est quand même très, très contrôlable parce que j'ai quand même la confiance. Mais ouais, c'est un bon sujet à parler parce que c'est difficile d'avoir un calme totalement calme. C'est difficile de le retrouver, surtout les 5 minutes avant le départ. Même si des fois à la télévision, mon body language va avoir l'air vraiment calme, mais j'ai quand même le cœur qui rebondit. Puis si un jour je perds ça, je pense que j'aurais plus autant la passion puis l'envie de performer. Je pense que ça vient avec. Puis je pensais qu'après 100 départs, il n'y aurait rien de stressant à skier en Coupe du Monde, mais j'ai toujours cet excitement-là. Puis je l'aime puis je veux la garder. Oui, mais c'est la recette. Je pense que tous les compétiteurs ont besoin de cette adrénaline-là pour performer. Si on ne l'a pas, il manque toujours un petit quelque chose. Mais je pense que pour illustrer, les plus grands menteurs, c'est sûrement les coureurs de 100 mètres qu'on voit l'été, qui arrivent puis qui ont de l'air tellement souverains, puis au-delà de leurs affaires, puis comme si de rien n'était. Mais ça n'épate plus personne, ce genre d'affaires-là. Puis dès qu'on est un compétiteur, on peut le savoir si le gars ment ou s'il ment pas. Parce qu'on le voit aussi en entraînement, quelques jours auparavant ou quelques heures avant dans les entraînements dans les pistes. Ce gars n'est pas capable de descendre la piste puis il a de l'air souverain en haut. Je pense que ça l'affecte un petit peu moins parce qu'on sait que le travail n'est pas là. Mais le calme, le corps, normalement, tu ne shakes pas de même. Tu n'as pas les mains qui vibrent de nervosité. On la ressent, une certaine forme de nervosité, mais on n'est pas de même. Mais à l'intérieur, comme Michael le dit, ça vibre. C'est important, c'est l'adrénaline. C'est ça qui va nous maintenir sur une fine ligne puis pas tomber d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment ça qui nous maintient en équilibre. Donc, quand les jeunes, souvent, vont dire « Ah, je suis nerveux, ça va mal aller », c'est faux. La nervosité, elle peut être positive. C'est juste la manière de l'entreprendre, cette nervosité-là. Si vous vous dites « Ah, je suis nerveux, ça va mal aller », bien, il y a bien des chances que ça aille mal. Vous vous conditionnez à ce que ça aille mal. Mais si vous restez calme, puis vous dites « calme », entre guillemets, puis vous dites « Ah, je suis calme, je suis nerveux un peu, ça veut dire que je suis à mon affaire, je suis à ma bonne place. C'est normal, j'ai ma nervosité. » Bien là, normalement, c'est un bon signe. Mais pour parer à ça, je pense que l'antidote, c'est d'être prêt. Si vos devoirs, vos leçons sont faites et vous êtes content, il n'y a pas de raison d'être nerveux. Là. Vous avez besoin de l'adrénaline, mais il n'y a pas de raison. Si vous n'avez pas fait vos devoirs, vos leçons, vous présentez à l'examen, bien, effectivement, là, il y a une interrogation, puis il y a bien des chances que vous soyez nerveux pour les mauvaises raisons. On est quand même en présence de deux gars qui, ensemble, ont plus de 150 podiums là, en Coupe du Monde. Comment on gère ça, cette pression-là? Parce que là, c'est année après année, Coupe du Monde après Coupe du Monde, toujours sur les podiums. On gère ça comment? La pression, les attentes qui nous sont exprimées, les attentes que nous-mêmes, on peut avoir aussi. Comment vous avez géré ça, puis comment tu le gères encore?
Vas-y. Ouais, ben, c'est un peu les souliers que tout le monde veut porter, tu sais. Quand t'es en Coupe du Monde, tu veux pas terminer sur le podium une fois, puis finir 60e, puis tu veux créer des attentes. Et puis, moi, je me dis, je suis dans la position que je veux être, puis je le fais pas pour personne. Tu sais, je le fais pas pour un commanditaire, je le fais pas pour mes entraîneurs ou les médias, tu sais, je le fais pour moi. Fait que quand j'ai de la pression, souvent interne, c'est moi qui me la mets, puis je suis capable de gérer ma propre pression. Puis d'être le favori, je le sens pas nécessairement. Oh non. J'aime ça, tu sais, j'aime dans la position que je suis. À chaque endroit que je vais, il y a des fans qui viennent me voir, le monde sont contents de me voir. Oui, ils veulent que je sois capable de performer à mon meilleur à chaque événement, mais moi, ça me met pas de la pression personnellement. Je pense que j'ai juste du plaisir à faire ce que je fais. Puis, on a un sport que c'est pas parce que tu as gagné la semaine d'avant que tu vas gagner la semaine d'après. C'est tout le temps à recommencer à zéro. Puis, j'aime ça le voir de même. Oui, tu peux créer du momentum en gagnant plusieurs courses consécutives ou en faisant plusieurs podiums consécutifs, mais au bout de la ligne, moi, je recommence tout le temps mon processus à chaque course. La stratégie peut être différente, les conditions sont différentes. Puis, ça prend beaucoup de discipline parce que, tu sais, de toujours entendre, Michael Kingsbury, encore premier, Michael Kingsbury, encore un globe. À un moment donné, tu dois quand même, t'es pas imperméable. Ouais, ben, tu sais, je suis pas quelqu'un vraiment qui lit beaucoup les articles qui sont écrits sur moi parce que la plupart du temps, tu sais, j'ai donne au téléphone, fait que je sais c'est quoi les réponses, puis. Je sais pas, je suis pas quelqu'un qui... J'aime ça regarder mes vidéos de compétition, mais je lis pas mes entrevues ou les choses qui sont publiées nécessairement sur moi. C'est sûr que ce qui a été plus difficile dans le passé, c'est que quand je gagnais pas, je faisais, comme on dirait, plus la une que quand je gagnais. Tu sais, j'avais terminé un moment donné 6e ou 5e à Lake Placid, ce qui est un excellent résultat. J'avais gagné la qualif, gagné la finale, puis ça avait fait plus... une tempête quand j'ai terminé 5e ou quand j'avais terminé 2e juste avant les Jeux olympiques de 2018. Le monde était comme, est-ce que c'est une bonne affaire que Michael tombe 2e juste avant les Jeux? Hey, je venais de gagner 13 Coupes du Monde en ligne. Je finis 2e. Le gars qui m'a battu m'a clairement battu. J'ai fait la meilleure descente que je pouvais, mais cette journée-là, il était juste un peu meilleur que moi. Puis c'est lui qui a gagné, puis il méritait totalement, mais après ça, c'était plus ça que j'avais jamais géré dans ma vie. C'est je termine 2e, moi j'étais comme bonne journée. Puis là, toutes les entrevues des médias, c'était presque négatif. J'étais comme voyons, je viens de terminer 2e. Là, j'ai un coéquipier qui a fini 11e, puis c'est son meilleur résultat, puis il est bien content. Là, Est-ce que ça te fâchait un petit peu? Moi, cette fois-là, ça m'avait juste un petit peu fâché parce que j'ai tout donné sur la piste. J'ai presque pas fait aucune erreur. J'ai terminé 2e. Moi, j'avais rien à me reprocher. Puis au contraire, j'étais comme, c'est parfait, j'arrive pas au jeu parfait, tu sais. OK, j'ai terminé 2e, j'étais avant les Jeux, donc c'était juste moi de gérer ça. Puis en même temps, ça me mettait comme une compétition qui avait moins bien été selon les médias, puis tout ça. Puis moi, en même temps, tu sais, le fait de pas avoir gagné l'autre, on dirait que les odds, il n'y a pas de odds dans le sport nécessairement, mais là, c'était comme, OK, j'ai eu un moins bon résultat, là, je peux rebondir de ce résultat-là, mais non, je sens pas nécessairement de pression à être le favori à chaque week-end. J'aime la position que je suis, puis j'en profite à 100%. T'as la pression, Jean-Luc? Comment tu dealais avec ça? Bien, la pression, encore une fois, si les devoirs, les leçons sont bien faites, il n'y a pas de raison vraiment de la sentir. Puis, ça dépend aussi de ses attentes. Michael a bien répondu dans le sens que tant que tu donnes le meilleur de toi-même sur la piste, il n'y a jamais vraiment de déception. Il ne faut pas oublier... j'ai perdu le fil de mon idée, mais... attends, ça va me revenir. À mon âge, là, ça arrive maintenant, ces affaires-là, des petites pertes de mémoire. Peut-être que j'ai fait trop de boss. Mais je suis content que dans notre sport, en tout cas celui qu'on a pratiqué, c'est pas le Canadien de Montréal. Tu sais, t'es pas là tous les jours, t'es pas à Montréal à tous les jours. T'as pas des gens qui se te demandent qu'est-ce que tu fais le matin, qu'est-ce que tu as pris comme toast, là, ou t'as-tu pris 3 cafés, ou qu'est-ce qui arrive parce que tu arrives 10 minutes en retard. Tu sais, on n'est pas dans ce niveau-là.
on n'a pas les salaires qu'ils ont, mais on a une belle qualité de vie. Puis c'est ça que je voulais dire. Contrairement à, disons, à ce que les films d'Hollywood amènent comme réflexion, souvent dans les moments sportifs des grands films d'Hollywood, il y a rarement de grands speech. C'est toujours de garder ça le plus simple possible. Plus la compétition est de grande envergure, plus il faut la garder simple. Il faut garder... C'est quoi la... T'es en haut, tu fais une descente de boss, il faut que ce soit la meilleure. That's it, là. Faut pas que tu commences à penser, il faut que je descende pour mon petit chien, pour ma voisine, pour mon commanditaire, pour la télé, pour montrer que je suis encore bon. Ça, c'est juste des choses qui sont superficielles, qui servent à rien, puis qui vont se mettre en place de toute façon à la fin toute seule. Tu n'as même pas à gérer ça. La seule chose que les compétiteurs doivent gérer, c'est ce qu'ils ont à faire. C'est leur ski puis leur descente. That's it. Peu importe le sport, la compétition, l'envergure, c'est toujours le truc, c'est de garder ça le plus simple possible. J'ai même déjà vu, puis j'ai eu cette réflexion-là, j'ai vu à un moment donné une compétitrice qui avait été, malheureusement, dans son entourage, il y avait eu un décès. Et peu de temps auparavant d'une grande course. Puis un entraîneur qui lui a dit, avant le départ, elle était presque dans la portion de départ, tu sais, pense à un tel qui est décédé, il va être avec toi, tout ça. Puis je me suis dit, dans les films, ça marche, ces affaires-là. Mais en vrai, c'est nul. C'est nul parce que le fait de descendre, disons, d'être en ski, ça permet justement de ne plus penser à rien, de ne plus penser à ces moments-là. Puis cette personne-là, ça dépend toujours des croyances de tous et chacun. Mais là, tout d'un coup, tu viens de prendre une portion de ta concentration, puis tu penses à quelque chose qui t'amènera pas à gagner ou à perdre. Là. C'est juste une affaire de plus à penser. Alors, c'est de garder ça le plus simple possible, puis ça fait du bien, justement, d'avoir la paix d'esprit pour faire cette descente-là. Ça fait que la pression, ça dépend. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, dans ma vie, j'en ai subi beaucoup parce que je me suis retrouvé à une époque dans des situations où je contrôlais plus. Il y avait trop d'attention, j'avais pas d'entourage pour gérer ça. Ça rentrait dans ma bulle, je pensais plus à la course, je pensais à faire de la gestion de mon entourage. Puis c'est venu m'affecter émotionnellement. Puis souvent, ça me fanait, ça me tannait, ça me puisait de l'énergie. J'avais plus d'énergie pour courir. Fait que j'arrivais en course, puis j'avais plus d'énergie. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que si ça se produisait, je pouvais déjà prédire que je ne performerais pas parce que je savais que je n'étais plus capable de recréer cette énergie-là pour courir. Donc, dans le fond, c'est d'éviter de se mettre dans des situations problématiques, de garder ça simple, de ne pas faire des choses qu'on n'aime pas. Et puis de savoir dire non, évidemment, aussi à un moment donné. Puis c'est quoi notre raison là, en tant que compétiteur? C'est juste de compétitionner. Là. C'est pas de sauver le monde, là, c'est de compétitionner. Alors quand on garde ça dans cette perspective-là, ça l'aide à bien aller. Mais c'est quand même impressionnant parce que, bon, de base, on est dans une société de performance à tous égards. T'sais, en plus, quand on regarde ton palmarès, Michael, c'est que c'est victoire après victoire après victoire. Il faut être fait fort, on va se dire ça comme ça, pour ne pas se laisser toucher par ça. Puis, tu sais, ce qu'on sent, puis dans ton propos, c'est le plaisir qui te guide. Concrètement, tu fais ça comment? De ne pas être touché. Bon, tantôt, je comprenais que tu lis pas vraiment les manchettes, les journaux. Je sais pas si tu es un adepte des médias sociaux. Est-ce que tu te protèges? Mais comment tu fais ça concrètement? Ben, j'ai vraiment une bonne équipe autour de moi. Puis ça, c'est un peu grâce à eux. Tu sais, avec Dominique, avec mon préparateur mental, mes entraîneurs. Ils savent ce que j'aime faire. Ils savent où ma limite. Je sais où ma limite de quand je peux faire quoi que ce soit, des entrevues, puis c'est quand on arrête. T'sais, moi, je me souviens, mes premières années, avant de travailler avec Dominique, je recevais tout plein de demandes d'entrevues après Coupe du Monde qui étaient interminables. Mais moi, je voulais aller avec mes coéquipiers, mes amis sur le circuit, aller prendre une bière, célébrer. Mais moi, j'étais pris dans ma chambre jusqu'à minuit. J'en faisais un à la fois. Puis là, avec le temps, j'ai appris, moi, ce que j'aime, c'est on fait un appel conférence, tout le monde est dedans, je dis ma réponse une fois, ils prennent ce qu'ils veulent, je le fais en français, en anglais, c'est fini, ça me prend 15 minutes, puis je suis libéré. Puis tu vois, moi, ça me sauve beaucoup. Puis les manières que j'utilise, moi, c'est les avions. Les avions, c'est comme mon cut-off, tu sais, comme quand je cours, c'est avant ma course, je me prépare, je fais le moins de choses qui est à l'extérieur de mon sport, c'est vraiment, mes journées, c'est réveil, mange, ski. Après ça, c'est séance vidéo, masso, tirement, Netflix, dodo. C'est juste ça, bien simple. J'aime ça. Je suis concentré sur mon ski. Je perds pas de l'énergie ailleurs. Puis après ça, si je gagne l'événement où je performe,
ben là, je fais mes entrevues en bas de la piste. Je fais mon vidéo pour les médias au Québec. Et des fois, j'ai 2-3 trucs à faire, des petits vidéos, médias sociaux. Je ferme mon sel, je vais profiter avec tout le monde. Puis dans l'avion, je m'installe, je me repose bien. Puis là, c'est à ce moment-là que je repense, OK, on est en Finlande, on s'en va en Chine pour une Coupe du Monde. Là, je rouvre mes vidéos de l'année d'avant, je regarde la piste, je prépare un peu le week-end qui s'en vient. Puis là, ça repart à zéro. Je suis pas encore sur ma vague. J'ai gagné avant-hier. Je m'en vais en Chine, puis pour moi, ça repart à zéro. Oui, j'ai fait 100 points au classement, au cumulatif. Je suis bien content de ça, mais je repars à zéro. Tout le monde qui est assis autour de moi dans l'avion, les compétiteurs, on est tous sur le même point. On n'a pas encore compétitionné. Puis c'est de même un peu que je fonctionne. Puis j'ai bien aimé quand Jean-Luc a dit « garder ça simple ». Ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Puis mes meilleures descentes en carrière, mes meilleures performances, c'est quand je gardais les choses le plus simples possible. Puis, tu sais, je repense aux Jeux olympiques en 2018. C'était tellement facile d'avoir comme une vision qui est tellement large des affaires. Tu sais, comme penser, OK, ma famille est en bosquet, ils sont corrects, il fait froid. Puis après se faire, OK, en haut, il faut que je drift à droite, c'est vrai. La 4e bosse est sharp, là. Tu te mets à penser à tout ça. Est-ce que je vais bien performer ce soir? Qu'est-ce qui arrive si je gagne pas? Qu'est-ce que je dis dans mon entrevue si je gagne? Qu'est-ce qui arrive si je fais ci? Là, à un moment donné, tu sais, ta tête, là, ton hamster, il court dans ta tête. Puis au jeu, ce que j'ai trouvé ça vraiment spécial, c'est qu'à chacune de mes descentes, puis surtout la dernière, la seule affaire que je pensais en haut du parcours, c'est absorbe rapidement, garde tes hanches en avant. C'est tout. J'ai même pas pensé. Je me suis penché à la tête, je me suis levé à la tête. On voit bien les bosses. Je me suis repenché à la tête, j'ai une grande respiration. Je suis parti, j'ai juste laissé mon corps dans le moment présent puis faire ce qu'il sait faire, tu sais. Puis ça m'a comme vraiment enlevé la pression à « Hey, faut en haut, faut que je saute à droite, faut que je sois droit dans mon double foot, je sois sûr qu'il soit en dedans d'une heure. » Ça en fait des affaires à penser. J'ai juste fait... Tu l'as fait bien des fois, là. Tu fais juste le faire le plus confortable que tu peux. Garde tes hanches en avant, absorbe rapidement, puis that's it, that's all. Puis ça a fait... J'étais en bas du parcours, j'avais le bras dans les airs, puis on dirait que je me souvenais même plus ce que j'avais fait tellement que j'étais dans le moment présent. Quand j'entends la réponse de Michael, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec ce que je t'ai souvent entendu dire, à savoir que on pourrait être une pépinière de skieurs ici, mais combien ne sont plus sur les pentes parce qu'on les a écœurés. En l'écoutant nous dire ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce que Michael a vécu et vit encore, que l'on pourrait transposer pour qu'on en ait peut-être d'autres, probablement plusieurs autres Michael et des Jean-Luc? Ben, moi, je pense que le plaisir de faire quelque chose, c'est ce qui donne le goût de recommencer. Même les hommes d'affaires qui font du vélo de montagne la fin de semaine, ils ont hâte à la fin de semaine pour aller faire du vélo de montagne. Quand ils mettent les pieds dans les pédales, ils ne se demandent pas comment pédaler, là. Ils le font tout seuls parce qu'ils l'ont fait 100 000 fois, puis ça va tout seul parce qu'ils savent faire du vélo. On ne se pose pas la question quand on marche dans la rue. On sait qu'on met un pied en avant, puis on met un pied en avant. Pour Michael, faire du ski, c'est naturel parce que ça fait 100 000 fois qu'il refait la même affaire. Tu sais. Alors, pour le commun des mortels, on pense que les Olympiques, c'est hyper compliqué, mais c'est juste une compétition qui est plus prestigieuse, peut-être, qui a plus d'audimat, mais ça reste la même compétition. Mais je pense qu'à la base, ça reste du plaisir. Si on aime ça, faire quelque chose, on y va toujours volontiers. Puis maintenant, il s'agit d'y aller par étapes. Si vous arrivez en première année primaire, puis on vous donne un examen de secondaire 5, il y a bien des chances, vous n'allez rien comprendre, puis il y a bien des chances que ça vous décourage en partant. Mais si vous avez des petites victoires, vous apprenez à écrire, vous apprenez à lire, vous apprenez à faire un autre langage, c'est toutes des choses qui deviennent valorisantes progressivement. Ça vous met en confiance. Vous gagnez toujours un petit peu de confiance à chaque fois. C'est le fun. Puis là, vous avez appris d'autres choses. Vous êtes fiers de le dire à vos parents. Il faut revenir de l'école. J'ai fait ci, j'ai eu ça, j'ai eu telle récompense. J'ai eu une bonne note. Puis ça vous encourage toujours. Mais c'est un peu ça. Ça prend des progressions qui sont régulières. Puis ça prend aussi, à un moment donné, je pense aussi un entourage qui sait comprendre, qui sait lire un peu l'athlète. À un moment donné, quand il fait moins 35 puis on est sur une pente de ski, là, c'est plate pour l'entraîneur puis c'est plate pour les athlètes. Alors là, il s'agit de trouver la motivation, de dire aujourd'hui, on va être dehors, mais on va faire une plus petite journée parce que c'est plus dur ses articulations, c'est plus froid, tout le monde va être gelé, moi aussi. Puis on va se reprendre différemment, on va faire d'autres entraînements. Tu sais, c'est de trouver le moyen de toujours garder du plaisir. Puis après ça, quand les athlètes ou quand la personne est en confiance, la motivation, elle devient intrinsèque. Pas besoin d'avoir quelqu'un qui te dit « Hey, il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu ailles t'entraîner. » Tu
Tu le fais parce que tu aimes ça. Tu te lèves le matin parce que tu aimes ça, tu as hâte d'y aller, puis tu es prêt à faire l'effort, tout simplement. Mais si c'est pour se faire fouetter, il n'y a personne qui aime ça, là, se lever le matin pour aller se faire fouetter. Mais si on le fait pour le plaisir de le faire, même quand on atteint les plus hauts niveaux, ben la recette reste la même. Là, c'est le plaisir de faire quelque chose. Puis, à un moment donné, il y a une expression qui dit « quand ça va bien, ça va bien ». Ben, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Quand vous avez du Michael, il est souvent sur des lancées surprenantes, d'excellents résultats, mais ça y empêche pas, il n'arrive pas le matin dans la course, puis il n'a rien fait, puis il a pris un coup la veille. Il a sa structure de fonctionnement, il est bien dans sa peau, il fait ce qu'il aime, puis il fait ce qu'il a à faire, il garde ça simple, puis il fait ses descentes, puis ça va bien, tout simplement. Alors, quand on réussit à comprendre à un moment donné, il y a souvent un phénomène chez les athlètes, là, il y a un déclic. Des fois, ça peut être un mot, des fois, ça peut être une descente, une performance. Quand on se rend compte qu'on est capable de le faire, qu'on a la place avec les top-notch, les meilleurs, on a notre place parmi eux, puis on réussit à défendre notre petit bout, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, c'est le début d'un autre niveau. Puis là, ben, on a confiance en nous, puis ça se met à vraiment aller tout seul. Notre compatriote, notre équipier, a fait les mêmes entraînements que nous autres. Il est aussi bon que nous autres, mais pour une raison, c'est plus laborieux parce qu'il y a bien des choses dans sa tête. Il s'en fait pour ci, pour ça, puis ça devient pas naturel. Mais la journée où ça va être naturel, où on laisse tomber ce qui n'est pas important pour se concentrer sur ce qui est important, ça se met à bien aller. On voit souvent ça. J'ai souvent vu ça chez des athlètes qui se disent « J'ai rushé toute ma vie, là, je suis tanné, c'est ma dernière compétition, je vais avoir du fun. » Puis là, tout d'un coup, ils font le résultat de leur vie. Puis ils disent « Comment ça? J'ai pas fait ça avant. C'était donc bien niaiseux. » C'est vrai que c'est niaiseux. Il n'y a rien de compliqué. C'est pas une science là, épouvantable là, de bien faire dans le sport. C'est juste d'être bien dans sa peau, d'avoir du plaisir. Puis ça l'émane. Tu sais, quelqu'un, si vous avez deux personnes sur la rue, vous devez aller demander un renseignement. Celui qui sourit et qui est de bonne humeur, c'est probablement celui que vous allez voir. Celui qui est choqué, qui bougonne, qui crie après l'autre, c'est certainement pas la personne que vous allez le voir. Puis son attitude, ben, il fait en sorte que tout est lourd à celui qui bougonne, celui qui n'est pas content. Alors que celui qui sourit, qui a du fun, mais tout est léger, puis il attire du bien alentour de lui. Là. C'est pas plus compliqué que ça, finalement. Tous les deux, vous avez parlé dans vos dernières réponses de l'entourage. Moi, j'aimerais ça vous entendre. Jean-Luc, t'es papa maintenant. Ouais. Le rôle des parents dans ton parcours, dans le tien, Michael, peut-être Jean-Luc. Bien, l'entourage, c'est super important. Je pense que l'entourage, de ce que je connais de l'entourage de Michael, premièrement, le premier entourage, c'est ses parents. Là, c'est les premiers. Si on n'a pas de parents qui nous supportent, c'est toujours un peu plus difficile en partant. Parce que là, il y a des combats pour aller faire n'importe quel sport, du transport, des ci. Quand les parents nous encouragent, c'est super le fun. Tu sais, nos parents, c'est nos premiers idoles. Là, notre papa, là, quand on est un petit gars, c'est notre première idole. Là. Si le papa fait du sport, ben, on va vouloir faire du sport aussi. S'il nous encourage, il nous dit qu'on est bon quand on catch un lancer de baseball, puis on le catch, puis il nous dit que c'était super beau, on est super fiers. Tu sais, il y a une progression comme ça. Fait que l'entourage des parents est primordial. Mes parents m'ont jamais mis de pression. Mes parents m'ont accompagné. Ils n'étaient pas des skieurs, vraiment. Alors, ils m'ont accompagné. Ils n'étaient ni devant ni derrière. Ils étaient à côté, puis ils nous accompagnaient. Puis, tu sais, maintenant, je me rends compte des sacrifices aussi. Bien, il y a financier, mais il y a aussi... Mon père s'est impliqué dans le club. Il est devenu président du club. Tu sais, il avait déjà son boulot. Ça lui demandait pas mal plus de temps. Ses soirées étaient des réunions. Tu sais, on s'en rend compte de tout ça maintenant. Mais un bout de temps, je me disais, pourquoi il a tout fait ça? Puis maintenant que je suis père, je me rends compte que c'est le sentiment de plaisir de voir ses enfants avoir du plaisir, tout simplement. Puis ils nous accompagnaient. Puis à un moment donné, quand les parents comprennent aussi que on les gagnera pas toutes, nos courses. Puis souvent, le fait de ne pas les gagner nous permet d'apprendre davantage, puis ils nous accompagnent là-dedans, à trouver des solutions, puis tout ça. Puis à un moment donné... Moi, je pense qu'en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que mes parents n'ont jamais voulu que je devienne champion du monde. Eux autres, ils voulaient que je fasse du sport parce qu'ils croyaient au sport comme une manière de développement de moi comme personne. T'sais. Alors, c'est pas tout le monde. J'avais la chance d'avoir des parents qui croyaient à ça. Puis effectivement, j'en ai fait une carrière, mais ils ont vu que c'était devenu une passion. Puis quand on est animé d'une passion, c'est super parce que là, tout va tout seul. Moi, dans mon temps, il y avait personne qui faisait de la bosse. Ça fait que j'ai créé mes entraînements, j'ai créé des techniques d'entraînement, j'essayais, je regardais qu'est-ce qui se faisait, je construis un leg press avec des 2x4 chez nous, je faisais mes modules d'entraînement, je prenais des pièges, tu sais, j'étais hyper créatif.
Dans la mesure où on n'avait rien, ça fait... Mais là, j'étais animé d'une passion. Ça fait que, tu sais, ça... mes parents m'ont jamais forcé à aller m'entraîner. Même à la limite, il fallait qu'ils me disent d'arrêter un peu, là, mais... Puis j'étais animé de cette passion-là, mais elle est venue toute seule. Puis souvent, de ce que je vois maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui, malheureusement, veulent que leurs enfants soient champions du monde à 10 ans parce qu'il va faire des millions, puis il va être connu, puis c'est un prestige, puis toute l'affaire. Mais c'est ça. Souvent... Quand on pense comme ça, ben ça finit que les skis sont dans le casier ou dans le salon à 17 ans. Les jeunes sont écœurés. Ils veulent juste aller prendre un coup avec leur chum adolescent parce qu'ils sont adolescents. Puis ça fait partie du processus de vie. Puis ils veulent plus rien savoir de faire de la course parce qu'on les a écœurés de la pression, des résultats. Mais ça change quoi d'être champion du monde à 13 ans ou à 20 ans? C'est juste qu'à 20 ans, tu es mieux outillé. Parce que le sport, malheureusement, je pense, ne nous a pas encore appris qu'il y a un prix à payer là, pour être champion. Puis, il y a des choses qui vont avec ça. Il y a des responsabilités. Puis, si t'es mal entouré, ça peut te caler. Tu sais, tu regardes Simon Biles au dernier jeu à Tokyo. Michael Phelps, qui a déjà pensé au suicide. Pourtant, il y a 23 médailles d'or. Tu sais, comment ça, c'est pas miraculeux, là, l'après-jeu? Ben, il y a aussi d'autres choses qui vont avec ça. Puis, il faut que tu sois outillé pour aller avec ça. Tu sais, les joueurs de hockey multimillionnaires à 20 ans, il y a un statut social qui va avec ça. Tu peux faire faillite parce que tu n'as pas 3 bateaux comme l'autre à côté, tu n'as pas 22 autos, puis à un moment donné, quand tu les as, ben, tu es dans le trouble financier pareil. Ça fait on pense juste à le résultat comme une fin en soi, mais c'est un processus de vie aussi, puis il faut savoir faire attention à ça. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Ça va être la prochaine étape, mais on voit tranquillement qu'il commence à y avoir un... Tu sais, il y a aussi les entraîneurs, tu sais. Moi, j'ai été chanceux, j'ai été super bien entraîné, encadré par des entraîneurs. Mon premier entraîneur m'a appris la chose la plus importante de ma vie, c'est d'avoir du fun. Puis quand j'avais du fun, je performais. Quand, plus tard dans ma vie, vers la fin de ma carrière, je voulais avoir des résultats pour prouver que j'étais encore capable d'avoir des résultats, mais c'est là que ma carrière a commencé à péricliter parce qu'il y avait une obligation de résultats pour prouver à des gens, plutôt que moi avoir du plaisir à faire un sport que j'aime. Je suis capable de dire que dans ma carrière, j'ai peut-être quelques années de trop. J'aurais peut-être dû prendre une année sabbatique, prendre du recul par rapport à tout ça, mais c'était une autre époque. Le sport était en développement. Tu sais, contrairement à Michael, qui, à cause des réseaux sociaux, a la beauté de pouvoir faire une entrevue, ben nous autres, on s'assoyait, puis avec nos bottes de ski aux pieds, puis on appelait 100 journalistes, puis on était devenus des experts à se parler tout seul parce qu'on parlait à des boîtes vocales de journalistes qui connaissaient rien de notre sport, qui n'en avaient rien à cirer, qui... Vraiment, là, on se parlait tout seul. Puis on faisait le tour de tous les journaux du pays avec notre carte Canada Direct à l'époque. C'était ça, mais c'était ça pour essayer de se faire connaître. Puis quand on parlait aux journalistes, il fallait vulgariser. Il fallait parler du sport, il fallait vulgariser le sport, il fallait avoir un fait divers, un petit peu de potin. Il fallait essayer de trouver quelqu'un, mais il fallait les éduquer aussi. Puis maintenant, ben, tu sais, ma grosse satisfaction, c'est de voir aussi qu'on a contribué à amener le sport où il est en ce moment. Puis ça c'est fantastique aussi. Alors, Michael, moi, j'aimerais t'entendre aussi sur le rôle, l'importance des parents dans l'entourage d'un athlète, d'un sportif. Oui, ben comme Jean-Luc a dit, c'est vraiment important. Tes parents, c'est tes parents. C'est fan numéro 1 aussi. Mais moi, ce que je suis content, c'est que mes parents m'ont jamais mis aucune pression durant ma carrière. Ils m'ont supporté, puis ça, je suis tellement reconnaissant dans mes idées folle de mettre la trampoline sur le bord de la piscine. Ma mère a jamais voulu, mais quand j'étais tout seul avec mon père, je suis comme « Hey, je peux-tu? » C'était pas tout le temps les meilleures idées, mais tu sais, ils m'ont supporté. Les premières fois que je voulais faire de la rando, je pense que j'avais 8-9 ans, puis j'avais dit « Hey, j'ai vu qu'il y a une rando aux États-Unis avec Placide. Je pense que c'est pas trop loin. » C'est déjà à cet âge-là de leur dire, puis ils m'ont amené, on restait dans un motel, puis ils m'ont suivi, ils ont fait beaucoup de bénévolat pour le sport, puis... Ils étaient en bas du parcours, puis j'ai jamais entendu une fois mes parents être choqués après moi pour peu importe. Je donnais tout le temps mon 100%, puis je pense qu'ils voyaient que j'avais tellement de plaisir à faire ce que je faisais. T'sais, mes parents, c'était les moments plus durs, c'était me sortir de la montagne. C'était... Moi, c'est un heureux problème. Ouais, c'est un beau problème, c'est ça. Mais moi, quand j'ai grandi, quand j'avais environ 3-4 ans, mes parents ont acheté un chalet à Saint-Sauveur sur les pentes, avec ski in, ski out. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, j'allais skier tout seul avec un walkie-talkie. Je retrouvais mes amis sur la montagne. Je faisais mon cours de boss le matin. Puis dès que ça finissait, je revenais pour manger. Puis je repartais avec mon walkie-talkie. Puis ma mère m'appelait pour le souper.
J'allais manger bien vite ma soupe puis la bouffe avec mes bottes, puis je ressortais dehors, puis ma mère me rappelait « OK, là, il faut que tu viennes te coucher, parce que la montagne, elle ferme à 10. » Puis, OK, ouais, je passais mes journées dehors, puis c'est ça, c'est juste... je me sens juste choyé d'avoir eu autant de support de leur part, puis... Quand on parle de l'entourage dans un sport individuel comme le vôtre, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est le rôle de vos coéquipiers qui, en même temps, sont des adversaires. Cette gestion-là, ça ne doit pas tout le temps être facile. Puis c'est quoi être un bon coéquipier dans un sport comme le vôtre? Ben, il faut que tu vois ça comme un peu un sport d'équipe aussi. T'sais, oui, on course tout seul. Puis quand je suis dans le portion de départ, je suis avec mon meilleur chum coéquipier. Ben, quand je suis contre lui, faut que tu sois capable de bloquer. Tu prends contre un Kazakh, un Américain, un Français ou un coéquipier canadien, québécois. Tu étais avec lui, tu co-chambres avec. Faut que tu sois capable de... Juste cette période-là, ça dure 2 minutes. Tu bloques un peu ça, puis tu fais ta descente à toi, tu sais. Mais je trouve qu'il y a une belle chimie entre coéquipiers, puis moi, j'ai beaucoup appris de mes coéquipiers parce que c'est du monde qui te comprennent un peu presque à 100%. Ils font la même affaire que toi. Ils font les mêmes sauts presque. Ils vivent la même horaire que toi. Donc, tu peux vraiment partager sur la piste. Moi, je me souviens avec Marc-Antoine Gagnon, Philippe Marquis, qu'on a fait 2 Olympiques ensemble, presque une centaine de départs en Coupe du Monde ensemble. Puis après chacun des entraînements, on jasait de nos stratégies, de nos lignes. Puis, hey, je t'ai vu faire ça, mais essaye de faire ça à la place. Puis moi, je voulais qu'à la fin de la journée, on soit 1, 2, 3, toutes les fois. Puis en espérant que ce soit moi qui soit en haut, mais... Ça, c'est la définition de bon coéquipier, ça. Ouais, non, mais c'est ça. Puis chaque gars a des qualités différentes dans le sport. Puis excuse-moi le terme anglais, mais on se feed, tu sais, entre nous autres pour être meilleurs. Puis c'est ça, oui, il y a des moments plus difficiles en compétition. Tu sais, ça m'est arrivé souvent que, exemple, je gagne une Coupe du Monde. Mon coéquipier, cette journée-là, ça n'a vraiment pas bien été. Il n'a pas fait la finale, fini 35e. Puis c'est plus difficile. Puis, mais tu sais, je sais qu'il est là pour moi. Puis tu sais, je fais pas exprès quand je rentre dans la chambre à faire, tu sais, sans dire le party, mais de genre, tu sais, je vais pas faire mes entrevues dans la chambre. Tu sais, j'y laisse son temps à lui. Puis je sais qu'il ferait la même chose pour moi. Puis c'est ça, on se supporte. Tu sais, j'aime ça quand je monte sur le podium, que mes coéquipiers, ils restent là. Puis quand c'est leur tour, je suis là à 100% pour eux aussi. C'est juste, faut que tes coéquipiers te gardent proches, parce que si t'es pas ami et t'as pas de relation, le sport, t'as commencé ça parce que t'avais du fun. Puis moi, je me souviens d'aller skier sur les montagnes avec mes amis. Puis maintenant, mes amis de montagne, c'est mes coéquipiers qui font la même affaire que moi. Oui, je compétitionne contre eux, mais c'est mes meilleurs chums. C'est avec le gars que le soir, je vais aller me coucher, puis on va se dire bonne nuit, puis à demain, tu sais. Et je veux tout le temps garder une bonne relation. Puis j'ai eu une super bonne relation pendant 8 ans avec mes coéquipiers. Puis là, l'équipe que je fais partie est vraiment nouvelle. C'est du monde plus jeune. Je suis le plus vieux dans l'équipe. Je trouve la dynamique est autant le fun, tu sais, c'est comme un nouveau chapitre qu'on écrit ensemble, toute la gang, puis moi, je suis là maintenant, j'ai peut-être plus un rôle de mentor aussi, tu sais. Ils savent qu'ils peuvent venir cogner à ma chambre n'importe quand pour des conseils, puis ça arrive de temps en temps, puis je suis content de les aider, puis si je suis capable de faire un petit peu une différence la journée de leur course, ben tant mieux, tu sais. Je pense qu'on peut dire que c'est un sport où on a développé une tradition d'excellence, là. Difficile, dans un contexte comme celui-là, d'arriver dans l'équipe, faire sa place dans l'équipe, s'imposer. Est-ce qu'on peut être tenté de vouloir impressionner les autres, puis là, peut-être sortir de son plan de match? Je pense que c'est comme Michael l'a bien dit, la force d'un individu dans un sport seul comme le nôtre, c'est d'être entouré d'une bonne équipe. Et souvent, le vocabulaire sportif, c'est quasiment un vocabulaire guerrier. C'est un vocabulaire belliqueux. Il a vaincu son adversaire. C'est bien juste que... Des fois, on écoute certains commentateurs, là, puis il faudrait que le sportif, non seulement il batte l'adversaire, mais il piétine puis il l'assassine. Alors que c'est vraiment pas ça le but du sport. C'est bien plus le fun comme athlète de remporter une épreuve quand tout le monde a bien skié. Des fois,
souhaiter que quelqu'un tombe, c'est poche. Tu ne veux pas gagner une course quand tout le monde est tombé. Quand ton meilleur adversaire est tombé, ça fait partie du jeu d'être sur la ligne. Mais c'est bien plus valorisant de gagner quand lui a vraiment bien fait. Puis toi, tu réussis à bien faire par la suite. Fait que, c'est important d'avoir une équipe forte. Puis tout simplement aussi d'un niveau concentration. Si tout le monde saillit dans une équipe, c'est plus juste sur la pente qui se passe de quoi. C'est après ça, les 24 heures suivantes, les 48 heures suivantes, tu es toujours en train de regarder par-dessus tes épaules. C'est pas une atmosphère où tu t'épanouis. Et pour bien performer dans les grandes compétitions, il faut être épanoui. Alors, c'est de créer le meilleur environnement possible. Il y a des bons exemples. Un jeune va arriver, oui, il va vouloir faire sa place, mais il peut se nuire énormément en voulant faire sa place. Il peut essayer de faire trop pour ses capacités à ce moment-là, risquer de se blesser puis perdre sa place pendant des mois ou des années à cause de ça. Puis là, c'est la beauté du rôle peut-être du vétéran d'aller le calmer, de lui dire qu'il est bon, puis de l'apprivoiser, de s'apprivoiser. C'est quelque chose aussi, ça. Puis simplement de lui dire non, tu as ta place et puis prends ton temps. Puis souvent, on va donner un exemple, mettons, les Cindy Crosby de ce monde vont pas avoisser dans le vestiaire en disant moi je suis le meilleur puis vous autres vous êtes tous des tatas. Au contraire, s'il veut gagner la coupe, il ne peut pas gagner tout seul. Il a besoin de tous ses équipiers. Fait que souvent, ça va être lui qui va accueillir les nouveaux puis qui va leur dire vous avez votre place avec nous autres puis faites-vous-en pas, ça va bien aller. Puis comme Michael dit, venez me voir, je peux vous aider. Mais ça, c'est vraiment... Ça crée une équipe forte. Puis pour les jeunes, ça a autant de valeur qu'une médaille. Le soir, ils vont appeler leur mère et vont dire « Hey, Sidney Crosby m'a dit que j'avais ma place. » Alors que le wannabe qui se bat pour un poste, qui n'est pas sûr, qui a peur, qui est sa défensive, lui, il va essayer de mettre des bâtons dans les roues d'un de ses coéquipiers. Ça va créer une équipe qui va aller nulle part. C'est pour ça, des fois, peut-être dans le hockey ou dans d'autres sports, comme les Américains au Miracle on Ice, contre les Russes il y a longtemps, peut-être, mais on voit des équipes sorties de nulle part, qui n'ont peut-être pas de super-héros dans leur équipe, mais qui se tiennent ensemble et qui ont du fun. Puis là, c'est vraiment ça, une magie d'équipe. C'est le fun parce que ça transporte, puis c'est capable de réaliser ensemble, cette équipe-là, des choses que individuellement, il n'aurait jamais réussi à faire. C'est ça la beauté du sport. Mais quand on le voit d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est romancé, que c'est écrit, c'est scripté. Mais non, c'est juste une forme de respect les uns les autres. Puis c'est un peu ça que toutes les entreprises voudraient ultimement arriver à avoir. Mais ça, c'est en mettant tout le monde au diapason, c'est en ayant des vétérans qui vont dire aux plus jeunes t'as ta place, on recommence. C'est pas évident de recommencer. Là. Quand tu es un Michael, tu es établi de perdre tes anciens coéquipiers, de recommencer avec des plus jeunes. Alors, c'est pas évident non plus, mais c'est une belle récompense. Moi, parce que je suis parti, ça fait longtemps, là, je suis plus dans mon sport, mais j'ai autant des beaux souvenirs de belles performances que j'ai des souvenirs de bons moments avec mes coéquipiers. Rendu à un moment donné, c'est le fun parce que dernièrement, c'était l'anniversaire de ma blonde. J'ai donné une belle douzaine de roses. Je suis bien fier de moi. Mais comme pot, j'ai pris un ancien vase de trophées de Coupe du Monde qui traînait dans mon sous-sol parce que mes trophées sont rendus dans mon sous-sol. Puis là, j'ai pris un beau vase, puis j'ai mis les fleurs dedans. Puis ma blonde trouvait ça beau. Puis elle se demandait où j'avais pris le vase. C'était un trophée de Coupe du Monde qui attrapait la poussière. Mais pourquoi il était dans mon sous-sol? Mais pour moi, maintenant, ce qui me fait vibrer, je me rappelle de cette performance-là, mais je me rappelle à titre individuel de cette performance-là. Je veux pas la montrer aux autres comme moi, un dominant, tu sais. Mais mes souvenirs avec mes coéquipiers sont aussi présents, sont aussi forts que ces vases-là. À l'époque, ils étaient super importants, ces vases-là, parce que c'était la compétition, c'était ma raison d'être. Maintenant, c'est mes coéquipiers, tu sais. Puis tu l'as déjà entendu, Sylvain, en conférence, je dis souvent aux gens, vous allez, si je vous demande, vous rappelez-vous de certains événements. Des fois, on oublie. Je dis, vous rappelez-vous de vos coéquipiers de première année primaire? Les gens s'en rappellent. Que vous ayez 60 ans, 70 ans, 20 ans, 30 ans, vous ne vous rappelez pas de toute la classe, mais vous vous rappelez de certains de vos coéquipiers. Mais vous avez oublié plein d'examens en cours de route, plein de notes d'examens. Quand vous avez passé ces examens-là, ça valait de l'or, ces examens-là. Vous viviez pour la note, c'est une question de vie ou de mort. Ça vous a probablement permis d'avoir la job que vous avez en ce moment. Mais comment ça, vous l'avez oublié, votre note d'examen? Mais vous vous rappelez de vos amis. C'est ça qui est fou. Puis dans le sport, c'est un peu ça. Moi, j'ai oublié certains de mes résultats. Mais je me rappelle de mes amis. Puis je me rappelle des mauvais coups que j'ai faits dans ma vie aussi. Je me rappelle de la fille que j'ai niaisée en 4e année, que j'aurais jamais dû niaiser. Je me rappelle encore.
Ça fait que des fois, le fait d'être méchants les uns les autres, on pense que c'est cool, là, que ça nous valorise, mais ça nous reste dans la tête, puis ça devient un fardeau tout le long de notre vie. Alors, quand on a réussi, bien là, il y a une expérience de vie aussi, il y a des bons et des mauvais coups, ça fait une vie, ça va de même jusqu'à la fin, mais le respect que j'ai essayé d'avoir avec mes coéquipiers, avec peut-être les gens qui m'ont encouragé, mes commanditaires à une époque aussi, ça vaut autant que certaines de mes belles performances. Puis ces performances-là, ben c'est le fruit de tout mis ensemble. C'est le fruit de l'encouragement de mes parents, de ma sœur, de mes commanditaires, des gens qui m'ont appuyé, des gens qui m'ont dit un bon mot. Il y a un peu de tout le monde dans tout ça en bout de ligne. Ça fait que c'est ça qu'on retient à la fin. Comme quoi, c'est vraiment pas juste les résultats. Ceux qui pensent que c'est juste les résultats en bout de ligne qui comptent, non, les résultats, c'est une partie. C'est ça qui nous tient en vie. On a besoin d'avoir ça. C'est notre raison d'être. On est compétiteurs. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a une fin. Des fois, je fais la comparaison, je dis, ce qui est plate avec les politiciens, c'est qu'il n'y a pas de fin. Ils peuvent être là jusqu'à 100 ans s'ils veulent. Mais en sport, malheureusement, tu as une date d'expiration. À un moment donné, moi, je pensais compétitionner jusqu'à 102 ans, tellement que j'aimais ça skier. Puis je sais pas pourquoi, là, un jour, j'ai pu aimer ça. J'avais fait le tour du jardin. J'ai réussi, après quelques mois, de comprendre que c'était plus le ski que j'aimais pas, c'était la compétition que j'aimais plus. J'avais plus le goût de me mesurer contre les autres. Je voulais juste faire du ski pour le fun. Pour être le fun d'être dans les montagnes, d'avoir du temps, d'avoir une bonne bouffe, d'aller prendre une bouteille de vin après, tout. Profiter de l'art de vivre, tout ça. Puis là, il y a eu une période tampon là, pour absorber tout ça. Comme un étudiant d'université, avant de se rentrer dans le marché du travail, il y a une période tampon. Il faut que tu digères de ne plus être universitaire puis d'être travailleur. Mais après ça, une fois que tu as passé à travers cette période tampon-là, c'est tough parce que tu fais plus partie du jet set. Tu n'as plus ta face en page frontispice, là. Mais il y a d'autres belles choses qui arrivent. Faut jamais oublier qu'il y a toujours d'autres belles choses qui arrivent. Puis, je fais du ski dans des super belles montagnes. Puis, c'est un beau sport, le ski. Là. Ça te permet de le partager avec les autres. Si tu te promènes en auto, tu vas avoir des bons amis avec toi, tes parents, pour dire « Wow, c'est beau ici ». Mais les montagnes, ça ce pouvoir-là, c'est facile de pouvoir le partager. Puis, les gens sont heureux en voyage aussi. Ça fait que ça permet d'être entouré de gens heureux quand même. Toi, penses-tu skier jusqu'à 102 ans? Quand je te pose cette question-là, Michael... quand il a dit ça, on dirait que c'est moi, il y a une couple d'années, j'étais comme, je vais capable de skier jusqu'à temps que... Mais là, tu réalises que tu le feras pas jusqu'à 102 ans. Ouais, non, je sais, on a une date d'expiration aussi, puis... Mais tant que tu as du fun. Ouais, exactement. Moi, j'ai encore du fun, tu sais, puis je me vois pas arrêter là. Puis j'ai pas envie non plus de me retirer en me faisant, kicker out par un nouveau, je veux prendre ma décision par moi-même quand je sens que c'est le bon moment aussi. Parce qu'il y a une partie de moi un jour aussi qui veut avoir une famille, puis j'ai hâte de aussi vivre une vie normale, sans dire ma vie est très normale, mais je voyage partout dans le monde à chaque année, c'est vraiment spécial ce que je vis. J'adore ça. Je veux me rendre le plus loin que je peux avec ce sport-là, avec ce beau lifestyle que je vis présentement. Mais c'est ça. Je pense pas que... peut-être ça va arriver qu'un matin, je vais me lever puis je vais dire, regarde, c'est plus le fun aller me mesurer contre d'autres personnes. Mais moi, c'est encore quelque chose qui m'allume. Puis on parle de compétition, puis j'ai hâte, j'ai comme une flamme à l'intérieur qui est pas prête d'être éteinte. Là où j'ai envie d'aller quand j'entends ça, c'est nécessairement il y a un après-carrière, puis trop souvent, il y a plein d'athlètes qui la préparent pas bien, leur après-carrière. C'est-tu quelque chose à quoi tu as commencé à penser? Ouais. Puis en réaction, Jean-Luc, j'aimerais ça, toi, comme son grand-père, t'aurais-tu un conseil à lui donner, après sa réponse, t'aurais-tu un conseil à lui donner en prévision de son après-carrière, parce que tu l'as vécu, là? Encore une fois, ça revient avec mon équipe autour de moi, qui s'occupe de moi. Je trouve qu'on a bien géré le côté monétaire du sport, qui me donne un bel équilibre dans ma vie, puis qui va m'aider à me partir, peu importe ce que je veux faire. Si j'ai envie de retourner à l'école, je vais pas avoir besoin d'avoir une job sur le côté pour être sûr de survivre. Mais j'ai plusieurs idées. Il y a déjà des choses qui sont enclenchées que je parlerai pas tout de suite nécessairement, mais ça m'inquiète pas trop. C'est sûr que, oui,
c'est un choc. Puis j'ai tellement de bon monde autour de moi. Jean-Luc, plusieurs coéquipiers qui ont pris leur retraite puis qui ont réussi à trouver une autre niche puis qu'ils ont autant de plaisir à faire ce qu'ils font. Aimerais-tu rester impliqué dans ton sport? Oui, c'est sûr que j'aimerais ça. Okay. Je sais pas à quel point, il y a beaucoup de monde qui disent que je ferais peut-être un bon entraîneur. Je sais pas si c'est ça que j'ai envie de faire parce que je me dis c'est la même vie, mais l'autre côté de la clôture, tu sais. Je pense que ce serait une super belle expérience, mais je sais pas si c'est ça que moi j'ai envie de faire. Mais là, t'es debout puis tu gèles là aussi. Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est que moi, j'ai hâte d'être chez nous, puis j'ai pas hâte tout de suite, mais j'ai hâte d'être chez moi, puis tu sais, comme de pas être dans des avions à chaque 2 semaines, puis vivre dans mes valises, et puis avoir une famille, puis c'est ça, là, tu sais, pouvoir voir mes chums n'importe quand eux, tu sais, c'est être athlète, ça vient aussi avec beaucoup de sacrifices personnels. Tu sais, mes fêtes, mes amis font des fêtes le vendredi, des soupers. Moi, j'ai un entraînement le lendemain. Est-ce que j'y vais juste une couple de minutes, leur dire salut, puis je m'en vais, ou j'y vais pas, je me couche de bonne heure? Est-ce que je vais prendre une bière là? C'est une vie normale. Ouais, non, c'est ça. Puis j'aime ma vie, puis c'est ça. J'ai un bel équilibre. Mes amis comprennent c'est quoi que je traverse pour être au sommet de mon sport. Mais c'est ça. J'ai juste hâte de pouvoir d'avoir d'autres obligations que m'entraîner. Puis, mais je parle de ça, là, puis j'ai ultra plaisir à faire ce que je fais présentement. Ouais, le but, c'est d'être capable de retrouver ce plaisir-là dans autre chose dans ma vie. Puis il y a plein de positifs qui vont venir avec ça, comme le fait d'être à la maison 12 mois par année. Toi, tu l'as vécu, l'après-carrière, puis il y a des gens dans ton entourage comme ex-athlètes qui l'ont vécu, puis on le sait que c'est difficile. Comment on peut... Moi, j'ai été chanceux parce que je pense que le fait de me parler toute seule pendant des années aux journalistes, ça m'a aidé en communication. Ça fait que j'en ai fait un bout là-dedans, dans mon après-carrière. Puis, mais je pense que on vit dans une époque où certains vont vouloir avoir le même job toute leur vie, puis d'autres vont vouloir avoir de la variété. Moi, j'ai trouvé que dans mon sport, il y avait tellement de variété. On changeait régulièrement d'endroit. C'était le fun. J'adorais ça, voyager. C'était jamais pareil. Ça fait que j'aime la variété. Et j'ai toujours l'impression que quand on fait quelque chose et on le fait bien, il y a des répercussions, ça se met en place, puis on finit par trouver quelque chose. Le but, c'est toujours de trouver la même passion, de trouver quelque chose qui va nous passionner autant, parce que c'est ça qui nous encourage. Le mot anglais, c'est qui nous drive, là, qui nous donne le goût d'aller de l'avant. Ce que j'ai trouvé plus dur, c'est que cette passion-là de ski, c'est un peu comme des amours d'adolescents. C'est-à-dire que c'est tellement fort quand tu es amoureux adolescent, il n'y a pas rien de plus fort que ça, là. Des fois, quand tu retombes en amour, mettons, à 30-40 ans, mais tu dis, c'est pas aussi fort qu'adolescent. C'est pas moins beau, là. C'est juste que c'est peut-être un petit peu moins fort. Ça fait que c'est dur de retrouver une passion au même niveau que quand tu es adolescent, parce que quand tu es adolescent, tout est un feu d'artifice. Tout est immense. Tout est déproportionné. Mais l'important, c'est de trouver quelque chose qui te passionne. En tout cas, moi, je pense qui te passionne en tant qu'individu, parce que c'est là que tu vas aller chercher la nourriture nécessaire pour continuer à grandir là-dedans. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai appris du ski acrobatique, c'est quand j'ai commencé, le ski acrobatique, là, ça sonnait comme tapis, rideau, porte d'entrée. Tu sais, il y avait zéro futur là-dedans. J'avais une tante qui m'avait dit, quand est-ce que tu vas faire quelque chose de sérieux de ta vie? Tu sais, il n'y avait personne qui faisait ça du ski acrobatique. Ça fait que, mais c'était ça que j'aimais. Puis, moi, mes coéquipiers, on a amené ça ailleurs parce que j'ai gagné les Jeux un moment donné, il y a eu bien de la télé, ça l'a rentré dans tous les foyers, puis on a amené le ski acrobatique ailleurs. Comme quoi, ce que j'ai appris de ça, c'est que c'est pas parce que c'est pas glamour quand tu commences quelque chose ou que c'est pas à jour ou la mode du moment que ça te permettra pas de l'amener ailleurs non plus, là. Il s'agit d'avoir sa passion. Puis cette passion-là nous amène à... Quand on rêve à quelque chose, c'est mon rêve, c'est pas votre rêve, c'est pas le rêve de personne, c'est le mien, c'est mon désir. C'est là que... En étant mon désir, c'est là que je trouve la force de l'amener plus loin. Si j'essaie de mettre à jour le désir de quelqu'un, j'aurais jamais la force nécessaire pour l'amener ailleurs. Ça fait que, qu'est-ce qui arrive dans un après-carrière? Oui, ça se prépare, mais il n'y a pas de sous-métier. L'important, c'est de faire ce qu'on aime, et les choses se mettent en place par la suite. Mais l'important aussi, c'est en tout cas, l'important. Un avantage, c'est comme Michael le dit, l'argent fait partie de notre vie. C'est d'essayer de se créer un coussin
pour avoir le loisir de pouvoir pivoter à un moment donné. Il y a des drôles de... Moi, quand j'ai pris ma retraite, le gros thrill de ma vie, là, c'était j'avais mon petit chez moi, j'avais un condo, mais surtout, là, j'avais une machine à laver. Puis là, je tripais sur ma machine à laver. J'avais plus besoin de laver mon linge dans le lavabo puis de le faire sécher sur le balcon, en quelque part. Là, j'avais ma machine à laver. J'avais vraiment du fun. Puis, tu sais, ça a été une année hallucinante, l'année de transition. Après, j'ai commencé à trouver le temps long parce que j'ai dit, hey, je serais plus parti justement du jet set. Là, je fais plus le tour du monde, je suis plus dans un avion. Puis là, ça a commencé à me manquer. Mais là, j'ai commencé à travailler pour un agent de voyage. Puis j'amenais des gens skier, puis j'avais autant de plaisir. Là, je retrouvais les pentes, puis je partageais ma passion. Il y a quelque chose de le fun de partager. C'est le fun de le faire tout seul parce qu'on est animé du désir de bien gagner des courses. On a le goût de gagner. Ça fait partie du thrill du compétiteur. Mais après ça, c'est de partager cette beauté-là, de la partager avec les autres. Puis on donne beaucoup, puis on reçoit beaucoup en faisant ça aussi. Puis ça, c'est un beau leg. C'est un beau leg d'une carrière sportive. Moi, je vais faire appel à ton talent de vulgarisateur. Moi, très transparent, votre sport, je le connais peu ou pas. Je l'observe, je le regarde, c'est impressionnant. Peux-tu nous expliquer jusqu'à quel point Michael est si dominant dans son sport? Ah, c'est... Comment le dire? C'est impressionnant parce que je pense qu'il y a un taux d'efficacité peut-être de 95% d'être sur le podium. Donc, c'est comme si le Canadien de Montréal, il y a quoi, peut-être 85 matchs de hockey dans une saison. C'est comme si le Canadien de Montréal en gagnait 80. Ça s'est jamais fait. Je pense que ça s'est jamais fait qu'une équipe gagne 80 matchs de hockey. Mais le mieux, c'est si... 8 défaites dans une saison. 80 matchs. Alors, c'est comme si le Canadien gagnait 80 matchs de hockey. Ça sort de l'ordinaire. Tu sais, puis ses adversaires, c'est pas parce que le monde ne sont pas bons là, autour de lui. Ses adversaires sont vraiment bons. Mais il a réussi à amener le sport à un autre niveau. Il a réussi à faire des prouesses techniques qui sortent de l'ordinaire, de maintenir son équilibre à la vitesse à laquelle il descend dans des pistes qui paraissent dures à la télévision, mais si ça paraît dur à la télévision, là, c'est épouvantable en vrai. Puis quand j'étais commentateur au jeu de Sochi, quand j'étais présent au jeu de Sochi comme assistant-chef d'émission, quand j'étais commentateur à Pyeongchang, je suis allé sur la piste de Pyeongchang, je suis allé sur la piste de Sochi touché à la neige. Puis surtout à Pyeongchang, je me suis dit, jamais je voudrais descendre ça. Tu sais, je l'ai descendu pour le plaisir un après-midi. Là. D'ailleurs, j'ai eu aucun plaisir. J'ai glissé de temps, j'ai glissé sur les cars jusqu'en bas, puis j'étais content de ne pas être là. J'étais content de ne pas faire ça. Ça serait comme, pour moi, là, l'équivalent, imaginez là, que vous devez conduire une voiture de Formule 1 à 300 km/h, c'est une piste de glace, pas de crampons, pas rien. Là, t'sais. Premier virage, allez rentrer dans le champ, c'est sûr. Là. Beau conduire un auto de touriste sur l'autoroute, pas de problème à 120, mais si vous allez sur le circuit Gilles Villeneuve, glacé, premier virage, vous allez rentrer dans le champ, là, c'est sûr. Vous avez une Formule 1 qui va à 300 km/h, vous êtes sur la glace vive. Ça ressemble à ça un peu. C'est phénoménal qu'ils soient capables d'aller sur le... Alors, c'est vraiment impressionnant. Puis je pense qu'on va... Comme Michael le disait plus tôt, il arrive deuxième, là, ça fait la nouvelle. Mm-hmm. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis s'il arrive quatrième, ben là, c'est la catastrophe. Là, c'est la fin de sa carrière. Alors, tu sais, on va mesurer... C'est fou. On va mesurer ce qu'était à une époque Michael Kingsbury quand ça va faire 10 ans qu'il va avoir arrêté. C'est là qu'on va voir, ou 20 ans, c'est là qu'on on va se dire, wow, on a eu Novak Djokovic, Roger Federer, on a eu, tu sais, c'est ça, on a eu Wayne Gretzky dans le ski acrobatique, puis tu sais, c'est phénoménal. C'est le fun parce que le sport, tu sais, on voudrait toujours qu'il soit plus connu, mais il vient toujours les revers d'être plus connu aussi, les obligations. Bon, oui, il y a plus d'argent qui tourne, mais tu sais, c'est pas ça le but à la fin, là. C'est d'avoir du plaisir à faire ce qu'on aime. Mais c'est le fun parce que le sport est quand même populaire au jeu. Quand le ski acrobatique arrive au jeu ou à des grandes compétitions, il y a de l'attention. On veut voir ça, les gens veulent voir, c'est spectaculaire, c'est le fun à voir. Puis moi, j'ai toujours... je sais qu'il est bon, mais j'ai toujours une palpitation quand je le vois descendre. T'sais, va-tu y arriver, y arrivera-tu pas? Surtout en parallèle, ça va tellement vite. Les descentes, les confrontations directes, tout peut tellement arriver. Un petit déséquilibre, puis c'est fini. Là. C'est vraiment le fun à regarder. J'ai encore beaucoup de plaisir à le voir skier. Jean-Luc a parlé d'adversaire.
t'arrives-tu encore de penser à tes adversaires quand tu gagnes depuis aussi longtemps? Puis, tu sais, à ton époque, il y avait Gros Piron, il y avait le Russe. Aujourd'hui, je suis pas capable d'en nommer un de tes adversaires. Ouais, mais non, ils sont solides. Ouais. Ils sont solides. Ben, quand je skie, j'y pense pas. Là. Tu sais, je parle. Mon meilleur adversaire, c'est moi-même. Si je suis capable de me battre moi, là, je suis tough à battre. C'est souvent ça que j'essaie d'utiliser, tu sais. Mais veux pas, mes adversaires, ils skient juste devant moi, juste après moi. Puis on a une super belle compétition. Puis, Mais je pense, je me permets de spécifier, Michael, parce que je pense que Julie est à passer, parce que moi, je l'ai déjà dit, cette remarque-là peut très mal passer, de dire mon plus grand adversaire, c'est moi. Mais en fait, c'est pas toi comme... Corrige-moi, je suis dans l'erreur, mais c'est pas toi comme stature de personne. C'est de vaincre tes peurs, tes appréhensions, tout ça. Si tu réussis à te surpasser, exactement. là, tu sais que tu es en business. Là. Ouais, non, c'est exactement. C'est pas... C'est pas toi comme super-héros. Non, c'est pas... non, exactement, mais c'est sûr que... L'expérience, hein? Ouais. non, mais je l'ai dit le commentaire, mais il a super mal passé. Dans le journal, le lendemain, voyons. Non, mais c'est vrai, c'est 100% ce qu'il dit. Mais veux pas, je regarde mes adversaires, tu sais, je m'inspire des fois d'eux autres. La ligne qu'ils choisissent, c'est des skieurs qui sont très intelligents, c'est des bonnes personnes. Ils tirent encore vers le haut? Absolument, à tous les courses. Ils ressortent le meilleur de moi-même à tous les fins de semaine que je mets mes skis. Je te dis, je m'assois un week-end puis je décide que ça me tente moins. Ça va être tough à rattraper. Les gars sont solides présentement. Je prends les top 4, que je dirais le Big Four, là, comme ils appellent au tennis, c'est avec Ikuma Rishima, japonais, Ben Cavey, français, Matt Graham, australien, moi. Les 4, des fois, on réussit nos descentes en super finale, puis on fait pas d'erreur, puis ça va vraiment à celui qui va être quelques centièmes plus rapide, une petite erreur de moins. Mais j'aime ça parce que sans adversaires comme ça, au début de ma carrière, Bilodeau, je serais pas où ce que je suis rendu. Puis c'est eux qui me font sortir de ma zone de confort, donner mon 110% à chaque événement, me coucher le matin, me lever le matin, être motivé. Si t'as pas de compétition, t'as rien de ça. C'est plate de gagner par 8 points. T'sais, j'ai gagné des courses par 8 points, puis je suis content sur le coup parce que moi, ça a passé, puis il y en a d'autres que ça m'a bien passé. Mais les victoires, souvent, que je gagne, je sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans à Tremblant, j'ai gagné par point 0 quelque chose sur Ikuma. Ça, là, moi, c'était à la maison, mais de gagner sur... Je savais qu'il avait fait une descente presque parfaite. Puis encore, juste avant, Ben Cavey avait fait une descente presque parfaite. Puis les 3 gars, on était bien serrés sur le podium, puis les 3 gars, on faisait les sauts les plus difficiles, puis ces victoires-là, moi, je les trouve les plus spéciales. Tu sais, de battre les autres meilleurs au monde quand ils sont à leur meilleur, c'est encore mieux que gagner une course par 8 points. On a tous des styles différents, puis les gars peuvent gagner à chaque course. T'sais, moi, que des fois, je me pince, c'est que je suis pas capable de le faire à chaque week-end, mais c'est vraiment pas facile. Là. Je pense que la plupart du monde sont habitués à voir mes résultats, le frontline du journal, encore une victoire pour Kingsbury. Mais le monde ne savent pas tout l'effort que j'ai mis derrière puis comment ça a été serré dans la course. Les jeux, je les ai gagnés, mais j'ai pas mené aucune ronde sauf la dernière. T'sais. Le monde, c'est ça, des fois, oublie un peu. Puis les compétiteurs que j'ai qui sont des excellents skieurs, il y a des journées qu'ils sont meilleurs que moi sur la montagne. Puis moi, ça me motive à... Mais il y a des stratégies aussi, parce que là, tu dis, OK, au jeu, là, tout d'un coup, c'est Ben Cavey qui mène, puis Michael est 2e ou 3e. Est-ce que Ben Cavey va être capable de supporter la pression, d'être le dernier à descendre? T'sais, ça devient même plus physiquement, là, c'est même plus le sport comme tel, c'est la capacité mentale à tenir la position, puis ce qui va avec. C'est fun, entre nous autres, c'est beaucoup entre les 2 oreilles. C'est comme à Deer Valley cet hiver, moi, je revenais de ma blessure, puis j'étais 2e pour rentrer en super finale. Puis je sais que historiquement, si tu suis les chiffres, les statistiques, Ikuma a jamais gagné en partant dernier. Jamais. Puis là, il était dernier. Fait que moi, je me suis dit, là, c'est le temps d'en mettre. Tu sais, énerve-toi pas, genre, mais mets-en une solide. Tu sais, lui en haut, là, il y a des bons gros speakers qui ont entendu 88.90. Nous autres, on le sait en haut que 88, là, c'est rapide. Il m'a vu de dos, il sait que c'est difficile à battre.
Donc, lui, veut pas, en haut, il y a le temps que je reçois mon score, puis que lui, il parte, c'est 45 secondes. Fait que lui, il est en haut, il est dernier. Il se dit pas, je vais faire comme j'ai fait tantôt. Puis la descente qu'il avait fait auparavant était 86. Il y a 2 points à aller chercher. Puis il sait normalement, qu'il y a toujours... un bon compétiteur rendu à notre niveau, sans dire qu'on se satisfait de finir 3e, mais là, il sait que s'il fait sa descente, il termine 2e. Fait que là, lui, il a pris tout plein de risques. Puis ça l'a fait sortir du parcours. Les risques ont fait la faute. Mais tu sais, comprenez-vous, le principe, c'est que quand Wayne Gretzky sort sur la glace, puis il y a Ovechkin, Crosby, puis Mario Lemieux, il s'en va pas affronter Pierre-Jean Jacques. Là. Non. Il s'en va affronter. Ça fait qu'il y a vraiment de la motivation, puis un gros challenge parce qu'il est de ce niveau-là. Alors là, tu sais, la motivation devient intrinsèque. C'est ça qui est le fun, c'est cette magie-là de faire partie d'un groupe bien select. Tandis que s'il y avait Pierre-Jean Jacques x 22 sur la glace, ben là, c'est pas la même chose. Là, tu sors, tu as le goût d'être là, tu es content d'être sur la glace, mais c'est pas la même affaire. Ça fait que ça, c'est un feeling bien particulier de faire partie de ce petit groupe select-là qui va se rehausser pour arriver. Puis quand tu réussis à battre ce petit groupe-là select qui est excessivement fort, ben t'es pas content de les avoir battus. Tu es content de t'être rehaussé par rapport à ce groupe-là qui était déjà excessivement fort. C'est ça la subtilité de bien performer à très haut niveau. Et Jean-Luc, toi, tu as vécu ça avec Edgar. Ouais. Puis, Mais c'est encore plus impressionnant d'entendre ça parce que, tu sais, si on fait le même parallèle avec le tennis, une fin de semaine, c'est Federer qui gagne, puis une fin de semaine, c'était Nadal, puis c'était Djokovic, mais là, c'est toujours toi. Ouais, pas souvent. Toujours. Ouais, c'est Très plus souvent. souvent, mais c'est ça. Je pense que ça joue entre les deux oreilles à ce moment-là. Puis, je sais pas, à la dernière descente, c'est comme ma force. On dirait que les super finales ont été créées pour que ce soit plus difficile d'être constant, mais ça joue complètement pour ma force. Je suis bon pour adapter dernière minute, changer, pas nécessairement de stratégie, mais prendre l'information dans ma descente de finale puis être capable de tout appliquer au moment que ça compte. Puis, c'est le fun parce qu'il y a un peu de mathématiques aussi dans ton approche. Tu es super fort dans les stats, ça fait que là, tu sais les odds, alors tu peux jouer là-dessus, puis ça marche. Ça fait partie du jeu, ça aussi, d'être au courant de ça. Ben, tu sais, moi, il y a beaucoup de skieurs, juste pour faire vite, qui écoutent de la musique en haut du parcours, puis qu'eux autres, ils ont leur plan dans la tête, puis s'en vont effectuer leur plan, puis ils ont confiance que leur plan va bien les placer. Moi, j'ai mon plan, mais je me sens pas en compétition si je mets juste ma musique puis je m'en vais juste faire ma performance à moi. Tu sais, j'aime ça avoir de l'information qui vient de la course. On est dehors, là, la neige change, la météo peut changer, la lumière. On est chanceux maintenant, de nos jours, on a des caméras, des TV en haut, donc je peux voir le coverage de la TV. Puis si je vois un gars dans ma ligne, un des top gars qui fait des erreurs sur une bosse, puis là, ça fait 2 fois que quelqu'un le fait. Là, je sais que ce boss-là, tu sais, je sais qu'il est environ la 4e, je sais c'est laquelle. Puis, grâce à ça, je suis capable de me dire, OK, ben, je sais avant et tout. Je me mets juste high avant, puis je prends juste le petit coin de la bosse, puis je la fais passer comme du beurre. C'est juste d'essayer de, moi, c'est suivre la course, mais sans que la course, c'est, exemple, j'entends un super bon temps, un super bon score. Avec le temps, ça m'affecte plus. Tu sais, si ça m'affecte, c'est en positif. Parce que tu as confiance. Parce que tu as fait tes devoirs, tes leçons. J'ai fait mes devoirs. Je suis tellement prêt. C'est ça, moi, la beauté. C'est que une Coupe du Monde, je trouve que ça se gagne pas nécessairement en haut du parcours, en super finale. Ça se build durant une journée, puis ça se gagne dans tes journées d'entraînement. Comment bien tu prépares ton jeudi, ta première journée, pour avoir un vendredi qui est super efficace quand les juges te regardent en entraînement, à mettre des top to bottom dans leur face, on va dire, puis à être solide pour te sentir confiant, prêt. Moi, je dessine mon parcours après mes journées d'entraînement. J'écris tous mes points, mes mots-clés, les choses que je veux faire, les feelings. J'essaie de les écrire. Ça me fait comme une révision avant ma compétition. Tu regardes beaucoup tes courses aussi, je pense. Oui, je regarde mes vidéos, je regarde mes notes. Puis pour moi, quand j'écris mes notes puis je dessine mon parcours, c'est comme si je la skiais une deuxième fois. C'est comme un deuxième entraînement sans... à sec. Ouais, à sec, ou que mon corps, il n'y a aucun impact. Puis c'est ça, puis j'arrive le lendemain, puis pour faire ce que je fais, moi, je me sens comme... Tu sais, c'est comme, amène-la à l'examen de mathématiques, je vais avoir, sans dire 100%, mais tu sais, je me sens de même, tu sais. J'arrive la journée de la course, je suis prêt. Puis il y a des affaires qui arrivent, la course, la météo, ça change. Puis je m'adapte.
Ça, c'est ce qui fait que j'étais en haut du parcours, je reviens au début, j'ai l'air d'avoir un calme olympique. Hey, Michael, merci. Jean-Luc, merci. Puis moi, si j'ai un souhait, c'est qu'il y a des jeunes skieurs et des jeunes skieuses qui vont regarder ce qu'on vient de faire parce que particulièrement dans les 15 dernières minutes, il y a beaucoup d'enrichissement là puis de trucs que vous venez de leur donner. Alors, ça fait partie de passer le flambeau aux générations qui nous suivent. Vraiment, c'était bien cool de vous avoir tous les deux ensemble. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont être inspirés des jeunes skieurs, skieuses. Ça va leur donner l'envie de faire le beau sport que vous pratiquez. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci, Sylvain.